bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 18h50, journal spécial. Voici les titres de ce lundi 27 juin. À la une ce soir, les populations des quartiers Newton de Douala ont subi une deuxième vague de démolition ce week-end. Plus de 300 familles sont désormais à la recherche d'un nouvel abri. Celles-ci ont lancé une pétition pour contester la décision du préfet Duvuri. Et insécurité dans la ville d'Ombessa, dans le Mbam et Inubu, une bande de présumés malfrats vient de tomber dans les filets de la police. Les forces de l'ordre ont saisi du tramadol d'une valeur de 400 000 francs CFA. Voilà pour les titres. Bonsoir une fois de plus et merci de nous rejoindre également sur nos plateformes numériques Facebook et YouTube, Canal 2 International. Dans les décombres désormais dorment les déguerpis du quartier Newton. Leurs demeures ont été détruites et les habitants n'ayant plus un autre lieu de recasement dorment à la Belle Étoile. Ils sont nombreux ces petits-enfants rencontrés par nos reporters qui racontent leur nouveau vécu, Samuel Baïha et Henri Tinda. Une phrase pour résumer toute sa misère. Je me sens très mal. Parce que où je suis, je ne connais pas là où je dois partir. On a cassé le chez moi, où j'habitais là. Je suis un père de 4 enfants. Je suis plus de 30 ans, c'est un héritier que j'ai été par mes parents. La douleur vivace dans l'âme, troublée par la cuisante nostalgie de la perte des biens qui les maintenaient en vie. Les déguerpis du quartier Newton Aéroport se consolent en collectant des restes. On m'a cassé la maison, 7 maisons, 7 comme ça, ma famille où elle dormait à l'aéroport. C'est pas normal ce que vous faites là. Nous sommes quand même les citoyens camerounais. Comment vous pouvez venir casser le chez nous? C'est pourquoi on dormait, c'est pourquoi on devait les Nangaboko. Le Bissau, dès aujourd'hui nous ne sommes plus les Camerounais, c'est fini. Oui, bêta qu'on devait aussi les Nangaboko là, on n'a plus de nationalité. Jacob, anéanti dans ses efforts, traumatisé par le souvenir de la destruction de sa maison. Pire, sa progéniture cherche dans ses décombres une place pour dormir. Il n'admettait pas de quitter la maison. Tu vois, j'enlève tout ça là parce qu'on ne veut plus qu'il redorme là cette nuit. Donc il n'accepte pas ce qu'il arrive. Donc il est traumatisé. Vous voyez les maisons cassées, machin, tout. Allez là, vous allez voir les choses des familles qui n'ont pas où aller, qui vivent dedans. Et avec les tempéries de la pluie et tout. Ces voitures espaces verts sont devenus les nouveaux abris d'infortune. Et à l'aide de ce tuyau d'eau, l'on s'abreuve. Le rêve de grandeur et la dignité de ces nombreuses familles ont été bafoués. Ce temps d'immondice annonce donc qu'il faut retrouver dans cette tripes un peu de force, question de repartir à zéro. Car ici, aucune indemnisation, encore moins un recasement possible n'a été annoncé. Les familles se battent donc telles qu'elles peuvent. L'avenir semble donc s'annoncer difficile pour ces différentes familles. La démolition des habitations à Douala et l'opération Restituer les trottoirs aux piétons, opération diversement appréciée car d'un côté il y a un besoin d'assainir la ville et de l'autre le respect des prescriptions de l'ONU Habitat qui veut que toute personne dont le logement est détruit soit recasée ou dédommagée. À Douala, moins de 40% des logements sont illégaux. Monique Naoussi-Fosso et Marius Kosso. Ces logements démolis au quartier Newton Aéroport de Douala font partie des 71% des occupations sans titre foncier dans la ville. Ajouté à l'occupation anarchique des trottoirs, des experts y voient l'urgence de restaurer la caractéristique urbaine à la capitale économique du Cameroun. Le niveau du désordre urbain dans la ville de Douala est tel que si on ne fait rien, d'ici 2050, avec 9 millions d'habitants, la projection, Douala sera invivable. Après avoir déguerpi 564 personnes samedi dernier sans dédommagement, Jean-Robert Ouafo, cadre du parti SDF, s'insurge. Il rappelle que le Cameroun a ratifié le pacte international relatif aux droits civiques et sociaux. On ne saurait déguerpir les familles sans les recaser et les dédommager une fois qu'elles ont construit des maisons et se sont déjà installées. Lorsque ces familles construisaient des maisons de ce côté, où étaient les autorités de la ville?
Pour se mettre à l'abri de tels désagréments, il y a une procédure foncière à suivre lors de l'achat d'un terrain. Quand vous voulez vous acheter un terrain à Douala, la première des choses, c'est que lorsque la personne vient vers vous, vous assurez d'abord que le terrain a un titre foncier. Lorsque le terrain a ce titre foncier, vous venez, c'est un document public, même à la commune de Douala, le plan qui est là, c'est le plan d'occupation des sols. Vous voyez si cette zone-là est bien, ce que vous entendez, vous avez l'intention d'implanter dans cette zone, est bien compatible à ce qui a été prévu. Au cas où vous êtes très engagé et que vous ne pouvez pas faire marche arrière, vous saisissez le maire de la ville, autant pour moi, c'est le maire de la ville qui va se référer au ministre de l'Habitat et du Développement humain pour que vous ayez une dérogation. Se fondant sur le décret numéro 87/9 du 4 juin 1985 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, la plateforme des organisations pour la promotion du droit au logement au Cameroun sort de ses gonds, car jusqu'à présent, l'on ne sait qui du MINAT ou des ADC doit assurer l'indemnisation des déguerpis. Et l'exploitation d'une carrière au quartier Niom dans l'arrondissement des Yaoundé 1er fâche les riverains. Ceux-ci se plaignent des nuisances causées par les tirs de mines ainsi que des risques d'accident du fait de l'excès de vitesse des engins sur la route. Pour se faire entendre, ils ont barricadé tôt ce matin la voie d'accès sur le site, rendant impossible la circulation dans cette zone. Reportage Daniel Anissé-Moudjé et Constant Kamga. Ce sont des riverains du quartier Edimi par Niom dans l'arrondissement des Yaoundé 1er. Ils dictent leur loi depuis les premières heures de la matinée de ce lundi sur cette piste qui mène à une carrière située à 3 km de là. Une carrière qui serait source de malheur pour ces populations. Ici, presque chaque jour, nous avons des cas d'accident de circulation. Les camions qui cognent les enfants, les motomanes, ainsi de suite. La manifestation que nous faisons aujourd'hui, c'est pour demander qu'on nous mette les dos d'âne, qu'on essaie un peu de faire l'entretien routier. Dans ce quartier, nous partons déjà puiser l'eau à Emana, parce que tous les puits se sont effondrés. Les mines qui larguent tous les jours, non seulement les mines, même quand ils les larguent, on avertit, c'est-à-dire on n'avertit pas. C'est-à-dire nous sommes juste surpris qu'à 13 h on entend boum. Beaucoup disent avoir frôlé le pire sur cette route, comme cette dame, dont la fille de 9 ans aurait été projetée dans la brousse par un camion. Quand elle rentrait des classes, elle a pris une moto au niveau du carrefour du petit marché. Ils se sont croisés avec un camion qui sortait du côté de la carrière. Et le camion les avait basculés. Elle a d'abord cogné sa tête sur le tas de cailloux. Après, elle est entrée en brousse. Le gars de moto, voyant comment elle était couchée, il s'est dit qu'elle était déjà morte. Il a pris fuite. Le monsieur qui conduisait aussi le camion aussi a pris fuite. Pour protester contre ce qu'ils vivent comme une menace à leur sécurité, des barricades sont érigées, la circulation paralysée. Le sous-préfet des Yaoundé 1er est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Nous allons là-bas nous concerter avec eux, on vous écoute, on les écoute, le maire est avec nous. Rendu à la carrière en question, l'autorité administrative, accompagnée de quelques représentants des riverains, trouve avec l'exploitant chinois un terrain d'entente. L'approche doit être holistique, c'est une affaire de tous. Nous devons ensemble régler ces problèmes pour le bien de ces populations. Chinois et Camerounais doivent évoluer ensemble, c'est une famille. Il n'y a pas de problème a priori. La franche collaboration entre le sous-préfet, les manifestants et l'exploitant de la carrière a permis la levée des barricades et le rétablissement de la circulation sur cet axe. Et une affaire de mœurs qui fait des gorges chaudes à Mondio, c'est l'histoire d'une fillette qui aurait été détournée par un gendarme la nuit du 22 au 23 juin dernier. La jeune fille affirme à la famille avoir été violée par l'homme qui l'accompagnait aux premières heures de la matinée. Pour l'instant, la famille dit n'avoir pas porté plainte de peur de représailles, mais l'affaire fait grand bruit à Mondio. Yasser Trésor-Tanon et Emmanuel Ngomba. Selon les sources, la petite fille violée est vendeuse de bâtons de manioc dans la ville de Manjo, située sur la nationale numéro 5, Douala Bafoussam. Son bourreau serait un cadre à la brigade de gendarmerie de Manjo. L'homme en tenue aurait pris tout son temps pour observer la fillette
jusqu'au moment où elle a décidé de rentrer à la maison après sa journée de vente. L'homme en voiture aurait proposé à la victime de l'accompagner jusqu'à l'entrée de leur quartier 8 et Boum de Manjo. Une fois la fillette à bord, le bon samaritain va plutôt emprunter un autre chemin, celui qui mène à son domicile à lui. Il est 20h. Ce n'est qu'autour de 2h du matin que le monsieur va venir la déposer, lui donnant une somme de 2000 francs CFA devant chez eux. Après l'avoir abusée sexuellement, selon les témoignages de la fille à sa maman, qui la cherchait toute la nuit dans la ville, car elle n'est jamais rentrée tard. Il lui est venu en lui dit que oui, comme tu vois là, je t'accompagne chez vous. Elle est rentrée. Tu comprends, non? Et il est venu tourner, aller avec elle, faire ce qu'il a fait, lui laisser. Mais la famille n'a pas souhaité exposer l'enfant aux médias et jusqu'ici n'a pas porté plainte de peur de représailles. Quelques voisins ont observé la scène. Une chose qu'on peut souvent mettre fin à ça. On peut souvent mettre fin. Dis à ce genre de personnes de ne plus commettre ce genre d'erreur. Parce qu'il y a les mineurs. Nous, les nerveux, nous les mères d'enfants. Nous, les gens qui accouchent, on vient gâter son enfant. Personne ne fait qu'on gâte son bébé. Si c'est un homme en tenue qui cause ce genre d'acte, moi, le lendemain, quand peut-être je vais commettre aussi cet acte, je vais aller le plaindre chez qui. Ouais. Une histoire fort inquiétante si elle est vraie. Car la période de vacances reste un moment où les jeunes filles et jeunes garçons sont exposés. Cette dénonciation doit également attirer l'attention des autorités pour que lumière soit faite sur cette histoire qui alimente les conversations dans la ville de Manjo. Et parlons des forces de l'ordre cette fois qui viennent de procéder à l'arrestation d'un gang de malfrats dans la ville d'Ombessa. Ils sont accusés de vente illicite de stupéfiants et vol à main armée. En début de week-end dernier, un stock de tramadol d'une valeur de 400 000 francs a été saisi par les forces de l'ordre. Suivons les détails dans ce reportage de François Emoussi et Espoir Anissebaïha. Cette marmite contenant des tramadol a été retrouvée chez cette dame à Ombessa. Selon des témoignages, la mise en cause et son conjoint ont développé la vente de stupéfiants dans la ville et les jeunes constituent leur clientèle cible. Renseignés, les forces de la brigade de gendarmerie d'Ombessa ont effectué une descente sur les lieux et saisi un stock de 40 plaquettes de tramadol d'une valeur estimée à 400 000 francs CFA. Interrogée, elle dit ignorer l'existence d'une telle activité dans son domicile, donc n'y est impliquée ni de près ni de loin. Son conjoint et associé restent recherchés par la gendarmerie. Une information selon laquelle cette dame et son mari vendaient des stupéfiants, donc la molle. Nous avons pu identifier cette dame comme étant la femme de celui qui est en fuite. La perquisition dans leur chambre nous a permis de trouver 40 plaquettes de tramol. À côté de la dame, une bande de truands. Ils venaient de commettre un forfait à Gyunting, un village non loin du centre-ville d'Ombessa. Armés de machettes et gourdins, et tous portant des cagoules, ont fait irruption au domicile d'un vieillard de 80 ans qui s'y trouvait avec son épouse, 70 ans sonnés. Il était minuit. Les truands recherchaient une somme de 2 millions de francs CFA et une supposée arme de chasse que détenait le vieux couple. Mais après fouille, ni l'argent ni l'arme n'ont été trouvés par les brigands. Néanmoins, ils emportent avec eux les téléphones, quelques denrées alimentaires, une somme de 2000 francs CFA et autres biens et abusent sexuellement au passage la dame de 70 ans sous le regard impuissant de son époux. Bien que masqués, ils seront trahis par leur voix. La livreuse de tramadol et les 3 truands, âgés respectivement de 17, 22 et 26 ans, ont été tous déférés ce lundi. Le diagnostic du département du Vori vient d'être effectué par les chefs traditionnels des villages Sawa au cours de leur assemblée mensuelle tenue le week-end dernier à la chefferie Bonabekombo dans le canton Akwa. Dans un communiqué rendu public, ils s'indignent contre la gestion des ordures ménagères dans la ville, les combats fratricides au sein des démembrements de l'État dans la ville de Douala, non sans saluer les efforts faits par les autorités administratives pour rendre la vie paisible dans le Vori. L'île Piedjou, Calvin Tekam.
Le département du Vouri, passé au scanner par les chefs traditionnels des villages Sawa. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, ces gardiens de la tradition s'indignent de l'installation anarchique des gares routières et des commerces. Dénoncent les dysfonctionnements dans le ramassage des ordures ménagères, tout en saluant au passage l'initiative prise par le maire de la ville de Douala pour la libération des trottoirs. Pour ce qui est de la police municipale, les chefs traditionnels Sawa interpellent la mairie de la ville et les maires d'arrondissement à une meilleure formation de ces agents afin d'éviter des courses-poursuites entre des shérifs et des gangsters, des films western sur le terrain. Autre sujet évoqué par ces autorités traditionnelles, le détournement de deniers et de biens publics. Les chefs Sawa invitent les communautés camerounaises à ne pas couvrir leurs enfants qui seraient impliqués dans de tels actes et à faire bloc face à cette agression de la fortune publique. Les problèmes fonciers ne sont pas en reste de cette autre sortie avec les Kanjonjo et le site du Ngondo. Les chefs Sawa prient toutes les parties à la retenue et expriment leur solidarité à ceux qui veulent que la terre Njonjo reste aux familles et enfants Njonjo, non sans insister que le site du Ngondo reste et demeure inviolable. Une réunion urgente des élites Sawa du Vouri est d'ailleurs annoncée à ce sujet. Cette sortie de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri était également l'occasion de saluer les actions d'abord menées par le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Adibowa et les forces de maintien de l'ordre pour réduire considérablement le banditisme et la grande criminalité à Douala. Ensuite, dire non au combat fratricide au sein de certains organes ou démembrement de l'État dans la ville de Douala. Et enfin, union sacrée derrière le gouvernement camerounais pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. L'augmentation graduelle des prix des produits de consommation de masse sur le marché camerounais inquiète de plus en plus. Le riz, le poisson, les matériaux de construction connaissent une inflation insupportable pour le consommateur. Le pouvoir d'achat de plus en plus bas ne permet pas à ce dernier de joindre les deux bouts. Une association a décidé de mener le combat contre ce phénomène. Michael Chipkio et Henri Tinda. À nous, le Cameroun, vent debout contre la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché camerounais. Notre problème est que lorsque nous arrivons au marché, que la Camerounaise qui arrive au marché puisse se procurer un poisson au minimum à 1000 francs. Ou dans d'autres cas, qui puisse avoir le kilo de viande à 1000 francs. Il est inadmissible que dans un pays où il y a autant de richesses et autant de ressources et que les gens passent le temps à voler des milliards et que cela puisse se répercuter sur la vie des Camerounaises et sur le panier de la ménagère. Nous sommes en plein congé et il est inadmissible que les enfants soient dans les maisons et qu'ils ne puissent pas manger copieusement 3 repas par jour. Donc ça, c'est notre problème et c'est notre combat. Et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que d'ici 2 semaines, que nous voyons que la vie et le panier de la ménagère a changé. Dans le cas contraire, vous allez voir. Au terme d'un travail de terrain portant sur la collecte des prix des denrées de consommation de masse, l'association lance un plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Objectif de la démarche, obtenir la mise en pratique réelle, permanente et efficace des actions de répression contre la fraude, entre autres. La baisse des prix des denrées de première nécessité et de consommation de masse. Nous voulons une pratique de prix raisonnable qui tienne compte de notre environnement. Tous les poissons doivent faire l'objet d'un regard et d'un suivi de l'État. Le gouvernement a écouté notre plaidoyer, mais l'Assemblée nationale, nous sommes encore dans l'attente. Et nous voulons que cela soit posé là-bas, parce que l'Assemblée nationale représente le peuple. À nous, le Cameroun invite les citoyens à se joindre à ce projet qui, au demeurant, vise le bien-être de tous. Et ce vendredi dernier, à l'Assemblée nationale, le programme de cette journée a été modifié. La présentation du rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale contre le coronavirus et ses répercussions n'a pas finalement eu lieu. Aucune explication n'a été donnée jusqu'ici. Aucun personnel de l'Assemblée nationale ne souhaite se prononcer sur cette annulation.
Et Afrique Informe Award Acte 2 livre ses lauréats, les personnalités publiques et politiques qui se sont démarquées à travers leurs actions ont récolté ce 25 juin à Yaoundé la récompense de leur dur labeur. Retour sur cette cérémonie riche en sons et couleurs avec Karel Mezachatuya et Constant Kamga. Une cinquantaine de récompenses pour des personnalités publiques et politiques qui ont marqué l'année 2020 au Cameroun. Afrique Informe Awards félicite et encourage leur prouesse à l'hôtel Montfébé de Yaoundé ce 25 juin. L'acte 2 met sous les feux des projecteurs 14 catégories, plusieurs sous-catégories et prix spéciaux. Les lauréats montent tour à tour sur l'estrade, récolter le fruit de leur dur labeur. Meilleure maire par région, meilleure maire de ville, meilleures femmes et hommes politiques, meilleurs influenceurs web, meilleurs acteurs de la société civile, pour dire le moins. Les heureux du jour voient en ces prix une source de motivation pour plus de résultats dans leurs domaines respectifs. Ça nous fait plaisir de constater que les Camerounais nous soutiennent beaucoup. Je dis à nos populations que ce prix est une invite, que nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour mériter la prochaine fois la confiance qui nous a été donnée par vous. Je remercie ma base politique, je remercie les initiateurs, je remercie tous ceux qui m'ont voté. Dans la catégorie des prix spéciaux, figure en bonne place Canal 2 International. La chaîne toujours plus proche de vous décroche le prix de médias culturels de la décennie. Le comité d'organisation d'Afrique Info Award a été frappé elle-même par les grandes innovations et les investissements que M. Chetoué a consentis ces dernières années dans le domaine de l'audiovisuel au Cameroun. Ils ont été très reconnaissants et je pense que ça a été tout à fait normal parce qu'on ne pouvait pas ne pas reconnaître ces efforts-là. Reconnaître les efforts et les encourager, c'est justement le leitmotiv du comité d'organisation. Nous avons donné la parole au grand public, à l'opinion nationale et internationale, au peuple camerounais de pouvoir voter sur une plateforme transparente où des gens avaient la possibilité de voter et vérifier leur vote. Et à la fin, on peut se dire satisfait simplement parce que c'est le choix du public, c'est la volonté du peuple qui a été simplement exposée. La page de 2020 est tournée, celle de l'acte 3 d'ores et déjà ouverte. À vos marques. Revenons à l'Assemblée nationale pour parler de ce grand débat de ce lundi. Les coupures intempestives d'eau et d'électricité au Cameroun passées au scanner. Près de 5 heures d'horloge pour essayer de comprendre ce qui coince. Les députés ont dit les frustrations des populations qu'ils représentent face à ces dysfonctionnements. Vous nous dites, Delphine Foncoutene et Serge Alain Zibou, que c'était réellement une séance plénière spéciale ce jour à l'Assemblée. Inédit dans l'histoire de la 10e législature de l'Assemblée nationale. 30 députés tour à tour au perchoir pour parler des misères des populations camerounaises. Des robinets en soif. Passer des heures, des jours, voire des mois dans le noir ne relève plus de l'extraordinaire. Où en est-on avec le projet de la centrale hydroélectrique de Grand Ewen en Sanaga-Maritime? Comment se fait-il que ce projet n'avance pas alors qu'il a été annoncé pour une mise en service en 2024? Pourquoi n'arrive-t-on pas à satisfaire les besoins de consommation des ménages locaux et les populations environnantes? Comment est-ce qu'après plus de 50 ans, les problèmes des populations soient les mêmes? Les explications données par le ministre de l'Énergie et de l'Eau pendant plus de 2 heures de temps se sont avérées insuffisantes pour éclairer la lanterne des représentants de la nation à ce sujet. Tellement le mal est profond. Si pour le délestage, les causes sont la surcharge des équipements, la chute des poteaux entre autres, le gouvernement a ces dernières années entrepris des pistes de solutions. L'État a investi massivement dans les infrastructures de production telles que l'Ompanga, la centrale hydroélectrique de Mvele et la centrale à gaz de Kribi. S'agissant du barrage réservoir de l'Ompanga, il faudrait rappeler qu'avant sa mise en service, la centrale hydroélectrique des DA d'une puissance installée de 276 MW ne produisait que 130 MW pendant la saison d'outillage, tandis que la centrale hydroélectrique de Sonloulou
produisait 290 MW malgré une puissance installée de 384 MW. En attendant au Cameroun, 5e pays producteur d'électricité en Afrique, l'énergie continue de briller par son insuffisance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h50. Juste après moi, vous retrouverez l'équipe de sport de Canal 2 International pour l'Euro et la grande affiche de ce soir, Suisse-France. À demain, 19h50. Bonsoir.